When you go to home, then them a pay. Babila ma pay mana ya hobiye. When you go to home, na ya hota. Afrique de liberté, je vous salue. Nouvelle des pour-élections du Cameroun et de Côte d'Ivoire. Il est bientôt midi et je voulais vous entretenir de l'actualité politique au Cameroun et en Côte d'Ivoire à partir de deux points de vue absolument croustillants. Merci à celles et ceux qui écrivent d'ores et déjà Good Live et qui partagent ce programme. Soyez salués à travers toute l'Afrique, à travers les diasporas africaines. Soyez salués dans les îles des grands océans. Partagez massivement le programme de la distribution des pains spirituels de la liberté des Africains, le festival des vérités crues. Donnez l'émission dans les réseaux et écrivez Good Live. Noli Music Man. Good Live. Aya Silibe. Kwame Kuma Ketia. Catalina Poche. Parasoul. Soyez salués. Alou Silibe. Mohamed Sléban Kone. Onambouri. Roland Ombele. Guy Jomkan. Soyez salués. Ici de Sissi. Adamana Isata Polas Mauro. Sega Silibe. Unité. Seigneur Toresto. Abdul Fatao Touré. Kuba Koloto Mongolé. Donnez l'émission, écrivez Good Live. Partagez le programme, nous allons parler de quelques nouvelles croustillantes des pour-élections du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Je vous salue à travers l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Afrique australe. Je vous salue aux Antilles, à la Guyane, à la Réunion, aux Comores, à Djibouti, à Madagascar, à l'île Maurice. Soyez salués. À Haïti, soyez salués. Je vous salue en Europe, en Amérique, en Asie. Votre serviteur se porte comme un char. Et dans les prochaines heures, nous serons au cœur de l'Afrique pour une longue mission. À nos amis de la place de Ouagadougou, la première semaine d'octobre, nous la passons ensemble. Je serai aux universités de la communication du Burkina Faso. C'est la 14e édition de cette université. J'y suis invité à délivrer une conférence par les plus hautes autorités du pays. Je donnerai également la dédicace, une conférence dédicace de notre célèbre ouvrage, l'Impérial Terrorisme, à Ouagadougou. Vous aurez des précisions sur les dates dans les prochains jours, dans les prochaines heures. Les dates précises de la dédicace. Mais début octobre, on est à Ouagadougou. Et très tôt là, on est en Afrique de l'Ouest. Très tôt là, on est en Afrique. La route est ouverte. Soyez salués. Qui n'a pas encore partagé l'émission, le quorum a du mal à être atteint. Liwengen, Ekijam Liwengen, Liwengen, Ekijam Liwengen, we are just mental well.
Libringen, bon maman béo, libringen, libringen. Nous allons secouer le cocotier du néocolonialisme, de l'impérialisme et du despotisme en Afrique. Excellence jeudi, 18 septembre. C'est une journée blanche en France. Les rues, les villes, les autoroutes sont bloquées. Le peuple français vomit Macron. Soutien total au peuple français qui prend conscience de l'autocratie qu'il a prise en otage. Soutien total au peuple français qui se révolte. Maman, libéo, libégen. Maman, libégen, gen, gen. Maman, libégen, gen, gen. Mais nous allons parler des nouvelles croustillantes du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Il y a deux nouvelles paradoxales qui viennent de ces deux pays-là. C'est là où vous voyez vraiment que nous sommes dans une période bizarre. Une période bizarroïde. Bilal Dardamo, mon jeune frère, le Poitrec, soit salué. Boubacar Morou Ayouba, Momo Aké, Docteur Thierry Kemba Meka, Mokhtar Alassane, Kantama Maman, Rachid Tchalalen, François Xavier Eyalé, l'homme des grands sons. Béni sois-tu, François Xavier. Fidèle parmi les fidèles. Roger Ekbe, soit salué. Al-Fir Daou. Mike Bennett, au chef de Karoukira en Guadeloupe. Guinée 224, nous saluons le Front républicain pour des actions patriotiques. Frappe. Nous saluons Eli Kamano et tous ses compagnons. Wame Koumangetia, soyez salués. Ahmed Fali. Merci beaucoup. Irène Estal, Amine Bonfort, soyez bénis. Mr. M. Mr. M, tu ne sais même pas que moi j'adore la musique. Je la pratique, je la chante, je l'écris la musique. Depuis ma tendre enfance. La musique fait partie de ma vie. Pascal Anna. Merci beaucoup. Fabrice Tchagé. Mechateo, Mechateze Tchagé. Juju Rodrigue. Mama, je salue mes camarades de Génération et Peuple Solidaire en Côte d'Ivoire. Je salue mes camarades des Lions et Lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. L'Assemblée populaire en mouvement. L'histoire nous donne raison. L'histoire nous donne raison. Camarade secrétaire général, Maître Corinne Zanelé à Tangat. Debout au travail pour ce peuple. Camarade secrétaire aux affaires de sécurité, de stratégie, commissaire divisionnaire Hélène Etoko. Just go ahead, my lioness. Camarade docteur Zaïd Mougou, secrétaire aux affaires sociales et humanitaires de notre mouvement. Il faut continuer le travail engagé avec encore plus d'enthousiasme. Lia va tomber. Avec ses 11 faux apôtres, les Judas Iscariotes, ils vont tomber. Camarade Adrien Kala, intrépide sur le réseau, continue à adresser les messages qu'il faut à la jeunesse camerounaise. Camarade, Floris Naha, béni sois-tu. Continue ton œuvre. Camarade Phil Sam Pelé, camarade Georges Courtil, camarade Pablo Kel. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Olivier Ngon, camarade Abo de Fugaroa, continuez le travail. Africains, Africains, Ivoiriennes, Ivoiriens, Camerounaises, Camerounais.
Mon premier sujet d'intervention en cette journée bénie du 18 septembre 2025 sur la terre des hommes nous amène dans un voyage au pays des pour-élections. Je rappelle qu'une pour-élection est une élection pourrie typique des républiques de la France-Afrique, les républiques bananières qui ont été instaurées par le colonialisme et le néocolonialisme français. Dans ces républiques bananières d'essence coloniale et néocoloniale, il n'existe pas de liste électorale fiable. Il n'existe pas de commission électorale véritablement indépendante. Il n'existe pas de justice électorale. Il n'existe pas de conseil constitutionnel digne de ce nom. Dans ces pays de merde, fabriqués par le colonialisme et le néocolonialisme français, l'armée, la police et la gendarmerie sont souvent aux ordres du tyran et ignorent les textes de loi qui leur enjoignent de protéger le peuple. Dans ces pays, les médias d'État sont confisqués par le tyran et son clan. L'essentiel des mamelles financières stratégiques du pays sont confisqués par le tyran et ses clans qui s'en servent à large brasse. Et l'essentiel de l'économie nationale est sous le contrôle de multinationales étrangères qui soustraient l'essentiel du PIB. Voilà pourquoi ce sont des pays pauvres, très endettés, selon le classement dont ils se sont eux-mêmes réjouis, fabriqués par leurs maîtres du FMI et de la Banque mondiale. Ceux-là qui tiennent des pays entiers de cette planète en otage par l'instrumentalisation de la dette, parce que ce sont des banques qui sont installées dans des continents naturellement pauvres. Ils ont inventé la traite négrière, ils ont investi dans la colonisation, dans la néocolonisation, ils ont inventé le pseudo-droit international, ils ont fabriqué des dettes, ils ont inventé des monnaies qu'ils imposent par des guerres, ils ont créé des groupes terroristes pour déstabiliser des pans entières de la terre et continuer à les piller, et ils ont placé partout où ils le peuvent sur la terre des valets comme Ouattara Draman, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagés. Ils ont envoyé des satrapes reptiliens comme Biya Paul, qui depuis 1961 vit au crochet et aux dépens de l'État camerounais en faisant souffrir, comme va le révéler tout à l'heure sa propre fille, le peuple camerounais. Aujourd'hui, je voudrais vous amener dans une lecture croisée de la situation au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Pour ce qui est de la situation au Cameroun, je voudrais vous donner accès à un scoop majeur. C'est une vidéo authentiquement publiée sur la page TikTok de Madame Brenda Biya. Brenda Biya, c'est la fille du tyran qui ensanglante mon pays depuis 42 ans, Paul Biya. C'est une fille qui a une existence tourmentée. Elle a une existence tourmentée parce qu'elle a des problèmes d'identité sexuelle. Elle a une existence tourmentée parce qu'elle a des problèmes d'addiction à un certain nombre de substances hallucinogènes et hallucinatoires. Elle a une existence tourmentée parce que tout se passe comme si tout le mal que ses parents font contre le peuple camerounais venait s'accumuler en elle-même sous forme de souffrance psychique profonde. Brenda Biya est en quelque sorte le miroir de la méchanceté que son père sert au peuple camerounais. Par une de ces lois mystérieuses du cosmos, de la nature, dont Dieu seul a le secret, Brenda Biya est comme l'écran sur lequel se projette, à l'intérieur de la famille Biya, tout le mal que Paul Biya et sa femme Chantal font au peuple camerounais. Et tout se passe comme si, pendant que Biya Paul et sa femme font souffrir le peuple camerounais par leur truanderie d'État, eh bien, par une loi cosmique, toute cette souffrance vient se concentrer et s'accumuler dans leur propre fille, qui jamais n'est heureuse. Pourtant, cette fille vit dans une opulence scandaleuse. Ses habillements, son espace d'habitation, les masses et les liasses d'argent que cette fille brasse, seraient de nature à la classer parmi les enfants bienheureux de la terre. Le paradoxe Brenda Biya, c'est celui d'une fille
à qui rien n'a été refusé de tous les biens qu'il y a sur la terre. Depuis l'or jusqu'au diamant. Depuis le diamant jusque, je ne sais pas, à la pierre d'onyx. Rien ne lui a été refusé. Tout ce qu'on peut avoir sur cette terre, ses parents le lui ont donné. Mais Brenda Biya, manifestement, n'a pas reçu et ne reçoit toujours pas la seule chose que l'or ne peut pas acheter. Le diamant ne peut pas acheter. Le pouvoir politique ne peut pas acheter. Cette chose-là s'appelle l'amour. Elle ne reçoit pas d'amour, elle ne se sent pas aimée et elle explique son mal-être profond, non pas simplement par l'attitude de ses parents envers elle, qui se sont manifestement contentés de la gaver comme on gave une oie, en lui donnant tous les biens de la terre, en la remplissant de fric à volonté. Elle exprime le fait que ses parents ne sont pas capables de lui donner ce qu'ils ne sont pas capables de donner au peuple camerounais. Ses parents ne l'aiment pas. Et pour sa part, il y a un rapport entre la méchanceté de ses parents, notamment donc de son père, Paul Biya, envers le peuple camerounais, et l'absence d'une véritable affection de son propre père pour elle-même. Tout se passe comme si Paul Biya, en maltraitant les Camerounais, avait contracté la capacité de maltraiter sa propre fille. Et c'est ce que cette fille exprime, d'une manière magistrale. Mais ce qu'il y a de nouveau dans ce que Brenda vient de dire, vous allez vous-même le découvrir. Je vous la fais écouter attentivement dans sa dernière sortie qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux. Que dit Madame Brenda Biya? Je vais vous la montrer parlant et je vais mettre la version sur mon grand écran pour que vous ayez un son suffisant des propos de Madame Brenda Anastasie Eyenga Biya, qui est l'homonyme de la mère de Paul Biya. Comme cela arrive souvent chez les Bantous pour la première fille. Bien souvent, elle est l'homonyme de la mère. Que dit donc Brenda Anastasie Eyenga Biya? Qu'est-ce qu'elle dit? Il faut qu'on l'écoute d'abord, parce que, en fait, si on ne l'a pas écouté, on ne peut pas imaginer la gravité de ce qui se passe. Ce qui se passe est grave. Et on ne peut pas en tirer tout l'enseignement politique. Alors, je vous la fais écouter. Attendez. Je reprends là. C'est assez. Vous savez, à un moment, c'est assez. C'est assez. À un moment, c'est fatigant. À un moment, ça ne sert même plus à rien de se débattre, de se battre pour quoi que ce soit. Je viens d'appeler un homme que je considérais. Après, je vous ferai écouter à très haute voix. Que je considérais dans ma vie, dans le sens où il a toujours été correct envers moi. Certes, je ne crois pas que c'était la famille ou qui m'aimait trop, mais il a toujours été correct envers moi. Je viens d'appeler le directeur de cabinet au téléphone. Et vous savez c'est quoi la dernière chose qu'il m'a dit? Tu vas overdoser et tu vas mourir. Donc moi, je suis ici dans ma chambre et je suis ici en Suisse en train de me demander 40 000 choses. Je suis en train de me demander qui est derrière ça, qui essaie de me tuer, pourquoi on veut absolument que je meure d'une overdose, pourquoi on me refuse de tout, pourquoi à chaque fois que je demande, je dis je suis suicidaire, je ne suis pas bien ici, je ne veux pas être ici, pourquoi on ne m'écoute pas? La chose la plus difficile, ce n'est pas de se rendre compte que tout le monde veut ta mort, c'est de se rendre compte qu'il n'y a même plus de famille, il n'y a plus d'amis, il n'y a rien de tout ça. Littéralement, tout mon entourage veut ma mort et veut que je meure d'une overdose. J'ai entendu le directeur de cabinet dire audiblement au téléphone, tu vas overdoser et tu vas mourir. Et ça, c'est parce que j'ai été sacrifié par ces gens. Donc tous les jours, ils m'ont sacrifié. Ils veulent que je meure, ils me mettent dans la souffrance. Et moi, je suis censé fermer ma gueule.
Non. Voilà moi ce que je vais dire. Je ne sais pas qui ça va intéresser. Au bout d'un moment, je n'ai plus rien à foutre. Moi, je coupe les ponts avec tout ça. Je suis désolé, si vous voulez me juger, il n'y a pas de problème. Je coupe les ponts avec mes parents. Parce qu'ils m'ont toute ma vie, ils m'ont fait du mal. Et maintenant, je me rends compte qu'ils veulent me tuer. Je coupe les ponts avec mes parents. Dorénavant, je ne suis plus de la famille. L'argent que vous utilisiez pour me contrôler, je ne prendrai plus un seul sou. Maman, papa, venant de vous. Vous n'avez aucune idée de tout le mal qu'ils m'ont fait. Tout le mal que ces gens m'ont fait et continuent à me faire. Donc pour la campagne, vous voulez vraiment savoir qui je vais voter. Je ne voterai pas Paul Biya. Je ne voterai pas Paul Biya. Et si j'ai un jour fait du mal ou été une mauvaise personne envers les Camerounais ou envers qui que ce soit, j'en suis désolé. Et je suis vraiment désolé que c'est ma chair, mon sang, ou la personne qui est censée mon père, qui fait souffrir toute une nation depuis des années. Malheureusement, il fait aussi souffrir les membres de sa famille. Malheureusement, moi aujourd'hui, je n'ai plus de famille. Vous voulez tant que je meure, vous voulez tant que je vous overdose. Ne m'appelez plus, et je ne prendrai plus un soin de vous. Pas un centime. Et dès que je peux, je prends mes clics et mes claques et je déménage. Et je ne posterai plus sur les réseaux parce que je dois me reconstruire. En gros, les gens, c'est mes parents qui veulent que je meure d'une overdose. C'est mes parents qui veulent ma mort. Ne votez pas Paul Biya, pas par rapport à moi, mais parce que il a fait souffrir assez de gens. C'est tout. J'espère vraiment qu'il y aura un autre président et je ne retirerai pas cette vidéo. Alors, maintenant, je vous la fais écouter à plus haute voix pour que vous ayez bien tous entendu, parce que je peux ici supposer que le son n'était pas forcément assez élevé. Une deuxième fois, on réécoute. Vous savez, à un moment, c'est assez. À un moment, c'est fatigant. À un moment, ça ne sert même plus à rien de se débattre ou de se battre pour quoi que ce soit. Je viens d'appeler un oncle que je considérais, quelqu'un que j'ai toujours considéré dans ma vie, dans le sens où il a toujours été correct envers moi. Certes, je ne crois pas que c'était la famille ou qui m'aimait trop, mais il a toujours été correct envers moi. Je viens d'appeler le directeur de cabinet au téléphone. Et vous savez c'est quoi la dernière chose qu'il m'a dit? Tu vas overdoser et tu vas mourir. Donc moi, je suis ici dans ma chambre et je suis ici en Suisse en train de me demander 40 000 choses. Je suis en train de me demander qui est derrière ça, qui essaie de me tuer, pourquoi on veut absolument que je meure d'une overdose, pourquoi on me refuse tout, pourquoi à chaque fois que je demande, je dis je suis suicidaire, je ne suis pas bien ici, je ne veux pas être ici, pourquoi on ne m'écoute pas. La chose la plus difficile, ce n'est pas de se rendre compte que tout le monde veut ta mort, c'est de se rendre compte qu'il n'y a même plus de famille, il n'y a plus d'amis, il n'y a rien de tout ça. Littéralement, tout mon entourage veut ma mort et veut que je meure d'une overdose. J'ai entendu le directeur de cabinet dire audiblement au téléphone, tu vas overdoser et tu vas mourir. Et ça, c'est parce que j'ai été sacrifié par ces gens. Donc tous les jours, ils m'ont sacrifié. Ils veulent que je meure, ils me mettent dans la souffrance. Et moi, je suis censé fermer ma gueule. Non. Voilà moi ce que je vais dire. Je ne sais pas qui ça va intéresser. Au bout d'un moment, je n'ai plus rien à foutre. Moi, je coupe les ponts avec tout ça. Je suis désolé, si vous voulez me juger, il n'y a pas de problème. Je coupe les ponts avec mes parents. Parce qu'ils m'ont toute ma vie, ils m'ont fait du mal. Et maintenant, je me rends compte qu'ils veulent me tuer. Je coupe les ponts avec mes parents. Dorénavant, je ne suis plus de la famille. L'argent que vous utilisiez pour me contrôler, je ne prendrai plus un seul sou. Maman, papa, venant de vous.
Vous n'avez aucune idée de tout le mal qu'ils m'ont fait. Tout le mal que ces gens m'ont fait et continuent à me faire. Donc pour la campagne, vous voulez vraiment savoir qui je vais voter. Je ne voterai pas Paul Biya. Et si j'ai un jour fait du mal ou été une mauvaise personne envers les Camerounais ou envers qui que ce soit, j'en suis désolée. Et je suis vraiment désolée que c'est ma chair, mon sang, ou la personne qui est censée mon père, qui fait souffrir toute une nation depuis des années. Malheureusement, il fait aussi souffrir les membres de sa famille. Malheureusement, moi aujourd'hui, je n'ai plus de famille. Vous voulez tant que je meure, vous voulez tant que j'overdose. Ne m'appelez plus, je ne prendrai plus un soin de vous. Pas un centime. Et dès que je peux, je prends mes clics et mes claques et je déménage. Et je ne posterai plus sur les réseaux parce que je dois me reconstruire. En gros, les gens, c'est mes parents qui veulent que je meure d'une overdose. C'est mes parents qui veulent ma mort. Ne votez pas Paul Biya, pas par rapport à moi, mais parce que il a fait souffrir assez de gens. C'est tout. J'espère vraiment qu'il y aura un autre président. Et je ne retirerai pas cette vidéo. Voilà. Vous avez donc eu amplement l'occasion d'entendre par 2 fois le message pathétique. Le message pathétique, eh bien, le message pathétique de cette personne. Il y a 3 niveaux dans le message que Brenda Biya vient de délivrer. Il y a un premier niveau qui renvoie à son malaise personnel. Elle ne se porte pas bien parce qu'elle souffre dans sa propre chair de ne pas être suffisamment aimée par ses parents qui lui ont pourtant tout donné. Donc ils se sont contentés de la gaver comme on gave une oie. Mais ils ne lui ont pas transmis le sentiment précieux d'être aimé, d'être désiré comme tel. Il y a un deuxième niveau où Brenda Biya manifeste le sentiment d'être persécutée. C'est un niveau qu'on peut appeler un niveau psychopathologique. Elle montre qu'elle souffre au sens de la maladie mentale. Elle souffre au moins, au minimum, d'un syndrome de persécution. Ça doit être quelqu'un qui entend des voix, ça doit être quelqu'un qui fait des hallucinations, ça doit être quelqu'un qui doit se réveiller certaines nuits hanté et poursuivi dans un cauchemar par des formes monstrueuses. C'est quelqu'un qui a une vie mentale perturbée, c'est évident. Mais elle n'a pas perdu la raison. Elle est encore lucide, elle possède encore un certain recul critique. Et elle fait donc l'hypothèse qu'elle serait l'objet d'un envoûtement, d'une pratique de magie noire, d'une pratique de sorcellerie, de la part des membres de sa famille. Et qu'éventuellement, elle utilise elle-même le mot, elle aurait été sacrifiée pour le pouvoir. On sait très bien que dans les rituels de la magie noire, auxquels s'adonnent plusieurs tyrans de ce monde, plusieurs ogres du pouvoir, il arrive que certains mettent, sur le tapis du sacrifice, la vie de leurs proches en échange de la prolongation de leur gloire. Quand elle dit « ils m'ont sacrifié », ce qu'elle veut dire, c'est que son âme est utilisée comme hostie et comme victimaire dans des pratiques magiques dont le clan Biya est extrêmement friand. Cela est de notoriété, comme l'oligarchie corrompue qui dirige le pays. Il y a donc ce niveau-là. Et enfin, il y a le message politique. Le message politique. Le message politique est le suivant. En tant que citoyenne camerounaise, qui plus est fille de celui qui est chef de l'État camerounais depuis plus de 42 ans, Brenda Anastasie Yenga Biya nous dit, ce monsieur fait souffrir mes compatriotes camerounais. Ça, c'est le point de vue de quelqu'un qui a vécu toute sa vie à l'intérieur du palais présidentiel. Elle est née dans le palais présidentiel camerounais, Brenda Biya, dans les années 90. Après la mort de la première épouse de M. Biya, dans des conditions tout aussi mystérieuses d'ailleurs, Madame Jeanne-Irène Biya, il a épousé en deuxième noces son épouse actuelle, Chantal Vigourou, et
c'est elle qui lui a donné 16 enfants. Elle lui a donné tour à tour, justement, Brenda Biya et Junior Biya. Entendu que Paul Biya possédait déjà son fils, avait déjà son fils, Frank Biya, d'une précédente union. Donc, cette fille est née au palais. Elle a toujours vu le Cameroun du point de vue du palais présidentiel. C'est le regard de quelqu'un qui a grandi dans le pouvoir, au cœur du pouvoir, au centre du pouvoir qui nous est donné. Elle dit, mon père fait souffrir les Camerounais. C'est un témoignage poignant, c'est un témoignage extrêmement important. Alors, comment son père fait-il souffrir les Camerounais? Mais par l'indifférence de son père à la misère des Camerounais. Et c'est cette indifférence de son père à la misère des Camerounais qui se réjaillit dans l'indifférence de son père à sa propre misère à elle. Parce qu'en fait, son père se contente de lui appliquer des mesures de soins psychiatriques sévères. Son père se contente de lui infliger des internements sévères. Chaque fois qu'elle connaît des pics de crise liés à ses addictions ou liés à son comportement déviant, eh bien, on l'isole, on la met sous camisole de force et elle est suivie par des forces, des agents des renseignements généraux. Elle est littéralement incarcérée là où elle est dans cette chambre à Genève par les agents du régime. Elle ne peut pas se déplacer comme elle veut. C'est un cas en réalité d'internement forcé, d'internement quasi psychiatrique. C'est un cas de médicalisation forcée qui s'exprime là. Mais ce qui s'exprime surtout, d'un point de vue politique, c'est mon père est complètement détaché de ma souffrance. Il se fiche pas mal de ce dont je souffre. Et moi, Brenda Biya, vivant au palais présidentiel, je l'ai vu traiter les Camerounais de cette façon. En effet, les Camerounais connaissent des catastrophes, des inondations. Les Camerounais meurent par centaines dans des accidents de train, dans des accidents de voiture chaque année. Paul Biya ne se déplace jamais. Il ne va jamais au chevet des Camerounais victimes des malheurs et des tragédies de la vie. Jamais. On compte les rares fois que Paul Biya s'est rendu aux obsèques de quelqu'un au Cameroun, depuis qu'il exerce le pouvoir. C'est un homme d'un cynisme et d'une indifférence absolue. Rendez-vous compte que ce type prétend être candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, mais il ne s'est même pas fendu d'un discours pour en parler lui-même. Il a chargé ses sous-fifres d'aller annoncer qu'il est candidat. Et ceux-ci s'occupent de sa campagne en utilisant en lieu et place de sa propre présence physique une photo. Donc c'est quelqu'un qui a un mépris tellement souverain pour le peuple camerounais que quand sa fille nous dit les Camerounais ont trop souffert de ce non-président, de ce pseudo-président, de cet anti-président, de ce méprésident de Biya, que moi-même, sa propre fille, sa fille aînée, qui plus est, l'homonyme de sa propre mère, parce qu'elle s'appelle Brenda Anastasie Eyenga Biya, la mère de Paul Biya, sa génitrice, s'appelait Anastasie Eyenga Ele. Donc voilà l'homonyme. C'est la fille aînée qui est souvent donc l'homonyme de la mère du père. C'est elle qui parle. Mon père est un persécuteur. Mon père est un cynique. Mon père est quelqu'un qui ne tient jamais compte de la souffrance d'autrui. Je l'ai vu mépriser les Camerounais de la sorte et c'est ainsi qu'il me traite moi. Je souffre, il s'en fout. C'est pas son problème. Il ne se penche jamais sur mon sort. Il ne s'inquiète jamais pour moi. C'est pas son problème. Son problème, c'est que je sois à peu près conforme à ce qu'il lui faut pour être président à vie. Voilà un témoignage poignant. Alors, Brenda Anastasie Eyenga Biya va plus loin. Elle dit qu'elle ne votera pas pour son père. Que son père doit quitter le pouvoir. Et c'est là qu'on arrive à la portée politique du message de cette jeune femme. Malgré toutes ces perturbations mentales, ces tendances déviantes, ces addictions, Brenda Biya fait preuve d'une lucidité dont ne font pas preuve les 11 opposaillons figurants qui accompagnent Paul Biya le 12 octobre dans une élection truquée, fraudée d'avance. Brenda Biya qui est là, elle sait que les listes électorales n'existent pas au Cameroun. Elle sait que la commission électorale n'existe pas au Cameroun. Brenda Biya qui est là sait que son père contrôle le Conseil constitutionnel et impose la lecture de décisions rédigées à la présidence par le soi-disant président du Conseil constitutionnel Clément Atangana.
Brenda Biya, que vous voyez là, elle sait que son père instrumentalise l'armée, la police, la gendarmerie, les renseignements généraux, les mercenaires israéliens pour braquer le peuple camerounais. Elle le sait. Brenda Biya, que vous voyez là, sait très bien que le système politique qu'on présente comme une république légale et légitime au Cameroun est un faux système. Que son père est un fraudeur, un menteur, un tueur de sang-froid. Et que son père ne respecte pas le peuple camerounais. Elle le sait. Mais les 11 opposants figurants qui accompagnent son père, à savoir Kashton Aseta, Akere Mouna, Bello Bouba Maïgari, Issa Kiroma, Joshua aussi, Cabral Libi, Tomaino Ndamjoya, Hiram Iyodi, Pierre Kwemo, pour ne citer de mémoire que cela. Elle sait que tous ces gens-là ne sont pas capables de faire le bilan que cette pauvre jeune femme, Brenda Yenga Biya, est capable de faire. Est-ce que vous voyez à quel point la lâcheté s'est emparée du Cameroun? Il y a même des opposants qui ont été exclus du processus électoral de manière arbitraire par Paul Biya, qui en étaient à chercher à aider une coalition des faux opposants à gagner l'élection contre Paul Biya. Alors que c'est Paul Biya qui a sélectionné les faux opposants avec lesquels il va à l'élection le 12 octobre, il y a des opposants exclus du processus électoral qui étaient en train de réfléchir. Hein? Il faut peut-être qu'on soutienne l'un de ceux que Paul Biya a choisi, puisque nous, il nous a rejetés. On va alors soutenir l'un de ceux qu'il a choisi et ainsi obtenir un changement. Mais comment peut-on avoir un changement politique au Cameroun? En soutenant l'un des candidats choisis par Paul Biya lui-même. Pour faire le figurant dans une élection pliée d'avance puisque fraudée, truquée, confisquée, comme le pouvoir l'est depuis la période coloniale française, jusqu'à l'instant où je vous parle. Cette jeune femme, Brenda Biya, fait preuve de plus de courage que les 11 faux apôtres, les 11 Judas Iscariotes, qui accompagnent Paul Biya dans sa manœuvre criminelle contre le peuple camerounais en 2025. Et elle fait preuve de plus de courage même que les opposants exclus qui continuent à ramper pour chercher une coalition et se faire inclure, soi-disant comme faiseur de roi dans l'élection. Brenda Biya, elle est plus courageuse que tous ces gens-là. Et c'est ça qui est choquant. Le courage vient du palais présidentiel. Il vient de la paria du palais présidentiel. Alors que ceux qui prétendent s'opposer aux tyrans du palais sont des lâches. C'est cette petite fille de Brenda là qui se lève et qui dit, le monsieur là, c'est mon père, c'est mon sang, c'est ma chair, mais il ne mérite pas d'être président du Cameroun. Il faut qu'il y ait un autre président du Cameroun. Un président tout autre que celui-ci. Vous comprenez? Or, c'est la position que nous avons adoptée. Dans ce processus politique en cours au Cameroun, mes camarades des lions et lionnes indomptables de la libération panafricaine, dont je suis le serviteur leader national, nous appelons tous les opposants là à se retirer de cette mascarade, à laisser Paul Biya seul avec son rocher pseudo-électoral vide dans les mains, et à se grouper massivement avec l'écrasante majorité des Camerounais pour obtenir par une mobilisation par millions dans toutes les rues du pays la démission pure et simple du régime criminel, corrompu, incompétent et voyou de Biya. C'est ce que nous appelons la voie de la révolution populaire panafricaine pacifique, qui permettra de mettre en œuvre une transition vers une nouvelle constitution et une république panafricaine fédérale du Cameroun. Donc vous voyez que Brenda Biya, qui est dans le palais là-bas, elle est finalement d'accord avec ce que nous disons, alors que les opposants qui ont été suscités par le palais et qui comptent sur le palais pour que le palais leur donne le pouvoir, eh bien eux, en fait, ce sont eux qui dysfonctionnent contre les intérêts du peuple camerounais. Brenda Biya dit Paul Biya ne mérite pas d'être président. Or, c'est Paul Biya qui choisit les 11 Gugus. Et puis, il y a des gens qui vous disent, il faut que nous choisissions parmi les 11 Gugus de Biya, un Gugus que nous soutenons contre Biya. C'est Biya qui les a choisis. Il les a choisis parce que eux, ils ne sont pas contre lui. Ils acceptent de jouer aux figurants. Et dans l'espoir que le partage du gâteau
leur reviennent un peu après. C'est ce qu'ils font. Brenda nous dit, il ne faut pas voter pour eux. Parce qu'en fait, dans cette élection, dans cette soi-disant élection, il n'y a qu'un seul candidat, c'est Paul Biya. Paul Biya s'est dédoublé en 11 personnes supplémentaires. Tous les autres là sont des clones de Paul Biya. Ce sont des hologrammes de Paul Biya. Ce sont des Biyaz. Les 11 là, dont on vous rebat les oreilles ces derniers temps, ce n'est personne d'autre que Paul Biya photocopié. Ce sont des photocopies de Paul Biya. Brenda dit, je ne voterai pas. Je ne voterai pas pour Paul Biya. Ça dit, je ne voterai ni pour Paul Biya, ni aucune de ces créatures. Il n'y a personne de ces gens-là que Paul Biya a sélectionné qui mérite d'être voté. Puisqu'en réalité, ce sont des gens qui sont au service du plan de Paul Biya. Il a exclu du processus électoral tous ceux qui étaient capables de ne pas jouer pleinement son jeu. Il n'a laissé dans le processus électoral que ses moutons, ses marionnettes. Il n'a laissé que ses jouets. Brenda, de l'intérieur du palais présidentiel du Cameroun, dénonce cette imposture. Il faut saluer le courage, on va même dire un courage suicidaire de cette jeune femme. Non seulement elle est consciente que le régime est prêt à la sacrifier, mais elle a décidé d'appliquer une maxime de la langue Beti Boulou qui dit que Moraou, Aou, si quelqu'un doit mourir, il n'a qu'à mourir. Elle préfère dire la vérité et ainsi peut-être obtenir la grâce du Tout-Puissant que de continuer à mentir et mourir dans le mensonge, et mourir du mensonge, et mourir sans avoir quitté le mensonge. Il faut saluer le courage de cette jeune femme. Alors, il n'y a pas de débat sur l'authenticité de la vidéo, hein, parce que quand la vidéo est sortie, elle était sur son compte. Hein, et elle-même, à la fin, elle précise que ce n'est pas volontairement qu'elle va retirer la vidéo. Si actuellement la vidéo a disparu de son compte, par les techniques informatiques classiques, on peut entièrement reconstituer. La vidéo est authentique. Hein. Et voilà donc un élément qui vient confirmer que notre positionnement politique dans la crise camerounaise est le meilleur. Nous devons appeler les Camerounais à se mobiliser pour que le régime de Paul Biya démissionne. C'est la démission. Cette démission doit permettre la mise en place d'une transition consensuelle, rassemblant les forces vives, des forces de défense et de sécurité et les forces vives de la société civile, dans un projet souverainiste, panafricaniste, révolutionnaire, un projet républicain, inspiré des révolutions ouest-africaines, de l'Alliance des États du Sahel, et étant de nature à déclencher en Afrique centrale l'Alliance des peuples d'Afrique centrale, APAC, dans la perspective de la construction d'un Cameroun fédéral inscrit dans la dynamique du monde multipolaire. Voilà le chemin que nous devons suivre. Et je voudrais dire à Brenda Anastasie et Yenga Biya de faire preuve de courage dans sa prise de position. Car on ne doit jamais vendre son âme. Nous, les parents, nous ne sommes pas les propriétaires des âmes de nos enfants. Chaque être humain possède son âme, c'est-à-dire sa dignité. Personne ne doit posséder l'âme de quelqu'un. Nous sommes tous des âmes, c'est-à-dire des créatures du Tout-Puissant. Donc, je demande à Madame Brenda Anastasie et Yenga Biya de s'enraciner dans la foi en son Créateur. De faire peser de tout son poids sa foi en son Créateur pour sortir des griffes démoniaques de sa famille et des griffes démoniaques de ce régime qui tient le peuple camerounais en otage. Qu'elle pèse sur la foi et qu'elle fasse preuve de constance dans ses choix. Parce que l'un des problèmes des gens qui sont sous l'effet des drogues et des pathologies, c'est l'inconstance et la variabilité cyclotimique de leurs humeurs. Un jour, ils disent que A, un autre jour, ils disent que non A. Et ils sont les seuls à ne pas être au courant de leurs contradictions. Brenda Anastasie et Yenga Biya, et il faut maintenant entrer dans un chemin de constance et de persévérance. Et c'est ainsi que vous pourrez, chères jeunes sœurs, vous débarrasser du mauvais karma que votre papa, le tyran Biya, a chargé sur vous. Avec votre maman, la Jézabel moderne du Cameroun, Chantal Biya, qui est elle-même l'une des grandes actrices de votre perversité. Vous, Brenda. Alors, voilà ce regard inespéré, venu de la famille Biya, et qui dit aux Camerounais, chassez-nous du pouvoir.
Brenda Biya supplie les Camerounais de chasser son père pour que la famille Biya puisse enfin revivre une vie humaine normale. Pour que son âme à elle soit délivrée, son père doit quitter la gloire de la puissance du palais présidentiel. Peuple camerounais, si même la fille de Biya dit que son papa doit partir, qui sommes-nous pour ne pas comprendre que l'heure a sonné? Voilà la bonne nouvelle qui vient du Cameroun. Je vous ai dit, et je répète aux Camerounaises et aux Camerounais, le déclencheur de la chute du régime de Paul Biya va avoir lieu à l'intérieur de ce régime. J'ai bien dit à l'intérieur. Quand ce déclencheur sera lancé, nous, peuple camerounais, nous nous engouffrerons dans la faille pour reprendre notre souveraineté. C'est comme ça que ça va se passer. Je vous ai dit que des événements se préparent, qui vont avoir lieu à l'intérieur de ce régime. Ces événements seront le signal pour l'entrée en action des lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. Il ne faut pas que nous rations le moment opportun pour prendre massivement, dans le cadre d'une révolution pacifique, une révolution non violente, prendre la responsabilité de notre pays natal. Il ne faudra pas rater ce moment. Mais ce moment est en train d'arriver. Et je vous dis que l'étincelle est à l'intérieur du palais présidentiel. L'étincelle est à l'intérieur du régime Paul Biya. C'est là-bas que ça va prendre. Une fois que ça a pris, le pays tout entier aura l'opportunité de reprendre en main sa souveraineté. Restez à l'écoute des mots d'ordre, des lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, de votre serviteur, leader national, Nyamsi Wa Cameroun ou Africa. Nous, on a vu dedans depuis très longtemps. C'est pour ça que j'ai dit hier à ces 11 figurants de quitter. Parce que quand Paul Biya va tomber, tous ceux qui se sont associés, directement ou indirectement, à la prolongation de son régime infect, abject, abominable, incompétent et criminel, tomberont avec lui. Ça, c'était donc la nouvelle extraordinaire venue de la pour-élection camerounaise, une Biya qui dénonce Paul Biya. Qui dénonce Paul Biya? La fille aînée de Paul Biya. Les Camerounais n'ont plus de raison de se réfugier dans quelque forme de lâcheté que ce soit. C'est le palais présidentiel lui-même qui est divisé. Le pot aux roses est découvert. Comme on dit dans la langue bassa, makabomambel, koobende. Les macabos sont cuits. Maintenant, il faut y aller avec un pied solide. Les macabos sont cuits. Donc, nous sommes là. Nous attendons le moment propice. Et que le peuple nous écoute. Arrêtez d'écouter les faux opposants. Arrêtez d'écouter les poltrons, les petits manœuvriers, les gens qui changent de parti politique du jour au lendemain. Les zigzagueurs, arrêtez de les écouter. Ils n'ont pas le courage. Ils n'ont pas la cohérence, ils n'ont pas la vision. Ils n'ont pas la dimension de la situation. Arrêtez de les écouter. Vous voyez très bien que même la petite Brenda Anastasie Biya sait mieux ce qu'il faut faire pour le Cameroun que 11 opposants rassemblés et puis des pâtres perdus qui imaginent, échafaudent des plans. Ah, on va voir peut-être que s'ils se rassemblent 2 ou 3, on va les soutenir. Brenda dit, il n'y a pas élection. Mon père fait souffrir le peuple camerounais depuis longtemps. Dégagez-le. C'est ce que Brenda dit. Et elle rejoint en cela la vision que l'Ilipac affirme. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas élection au Cameroun tant que celui qui empêche les élections est au pouvoir au Cameroun. Pour qu'il y ait les élections au Cameroun, il faut que Paul Biya ne soit plus au pouvoir. Parce que lui, son pouvoir, c'est la fraude, c'est la tricherie, c'est la violence, c'est la corruption, c'est le mensonge. Et c'est cette situation que nous avons exactement de l'autre côté du tableau en Côte d'Ivoire. Allons-y donc en Côte d'Ivoire. Parce que je vous ai dit qu'il y avait 2 tableaux à regarder de la pour-élection. Allons-y en Côte d'Ivoire. Allons-y en Côte d'Ivoire. Parce que même en Côte d'Ivoire, là, à Mona, ça cuit. Ça cuit. En Côte d'Ivoire actuellement, là, tout laisse. Tout laisse. Comme on dit à Abidjan. À Yaoundé, on dit, Jom te boy pour fort. À Abidjan, on dit, tout laisse. À Mona, ça cuit. Ça cuit.
Ça, vraiment, oui. Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou dans l'espoir de troubler toute l'Afrique. Alassane Dramane Ouattara a paniqué. Il a violemment paniqué. On lui avait rédigé un de ses discours qui font dormir, là, ses discours somnifères. Il allait aller lire ça à l'Assemblée générale des Nations Unies. Avec sa démarche en point virgule et son faciès asymétrique, le chameau, venu de Sendou ayant renié notre belle terre burkinabé, croyait pouvoir utiliser la tribune des Nations Unies pour jouer à l'éternel président. Vous savez, je connais tout le monde. Mais Guterres, c'est un ami. Guterres, c'est un ami. Le discours était prêt. Hein? Alassane Dramane Ouattara Chameau Magellan se préparait déjà à aller Kounia, avec sa démarche en point virgule, monter une énième fois dans les avions de la Côte d'Ivoire au prix du contribuable ivoirien. Il se préparait à aller faire son numéro aux Nations Unies quand, tout d'un coup, il a été pris de peur. Alassane Ouattara a été traversé par une tachycardie. Son cœur s'est mis à battre à une chamade inhabituelle. Or, Alassane Ouattara, qui est un cardiopathe, c'est quelqu'un qui porte des stents dans son cœur. Alassane Ouattara est très réglé sur son rythme cardiaque. Quand son cœur se met à trop battre, il se dit que normalement, quelque chose risque de lui arriver. Ce quelque chose-là, ce n'est pas simplement le choc final qui l'emportera vers la voie commune de tous les hommes, la mort. Mais Alassane Ouattara est réglé sur son cœur comme étant une horloge politique. Quand son cœur commence à déraper, il se dit qu'il y a quelque chose qui ne tient pas debout. Ouattara, au pied de l'avion, a demandé au cortège de faire demi-tour. Ah non, je vais plus à New York. Non, je vais plus à New York. Je vais me rapprocher de mon hélicoptère, là. Vérifier que mes hélicoptères fonctionnent bien. Hein. Que ce soit celui qui est garé dans l'enceinte de ma résidence à Abidjan, ou vérifier que mes hélicoptères d'Assini fonctionnent bien. Est-ce que ça peut voler jusqu'au Ghana ou au Sénégal? Est-ce que ça peut facilement arriver au Gabon, mon hélicoptère? Vérifiez tout ça. Non, vous devez... Mais monsieur Ouattara, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais Niamarode, Batrade, Dangaden, c'est un ordre. Vérifiez si les hélicoptères fonctionnent. On dit, mais monsieur Ouattara, qu'est-ce qu'il y a? Vous paniquez pourquoi? Excellence, vous nous avez dit que vous alliez lire un discours tellement beau. Vous alliez lire une ode à la démocratie depuis la tribune des Nations Unies en ce mois de septembre 2025. Pourquoi changez-vous d'avis, Excellence? Oh, brillantissime Ouattara. Oh, tonton papa. Qui est le meilleur? C'est Ado. Qui est le meilleur? C'est Ado. Mais allez à New York, président. Voilà comment on le flattait, ces courtisans. Quand Ouattara, toujours renaclant, Alassane Dramane Ouattara, toujours fâché. C'est pas question, je bouge pas. Appelez Hachi Patrick, il n'a qu'à aller lire le discours là. Mais pourquoi Ouattara change-t-il de plan? Mon cœur bat d'une manière bizarre. Mais pourquoi le cœur de Ouattara bat-il d'une manière bizarre? Mais depuis que le Conseil constitutionnel a exclu Laurent Gbagbo, depuis que ça a été confirmé que tous mes opposants les plus importants, ils ne peuvent pas être à l'élection, j'observe un silence bizarre. Mais, M. Ouattara, quand les gens parlent, vous vous plaignez. M. Ouattara, quand les gens ne parlent pas, vous vous plaignez. Même le silence est devenu bizarre. Oui, c'est bizarre. Quand il ne dit rien, c'est-à-dire que quelque chose se prépare. Je ne sens pas bien la situation. Bon, M. Ouattara, il ne sent vraiment pas bien la situation. Et vous savez, ce qui, moi, m'a permis de savoir que ça ne va pas, c'est que j'ai regardé hier une interview extrêmement choquante sur la chaîne YouTube Décrypter l'Afrique, qui est l'une des chaînes YouTube de Théophile Kouamouo. Théophile Kouamouo interviewait en compagnie de Robert Navarro, un ancien de RFI. Il interviewait Madame Simone Eivé. Moi, je ne l'appelle plus Simone Eivé Gbagbo. Hein. Je ne mets plus Gbagbo dessus. Je l'appelle par son nom de famille, Simone Eivé. Parce que ce qu'elle nous a montré hier, là, ça nous oblige à ne même plus coller le nom de Gbagbo quand on parle d'elle. Avant, moi aussi, je me disais, bon, on doit dire Simone Eivé Gbagbo, elle a été l'épouse de Gbagbo. Non. Ce que j'ai vu hier, là, sur le visage
de Madame Simone Eivé, la présidente du mouvement des générations capables, la désormais chouchoute de Ouattara Dramane, qui en a fait une candidate à la pour-élection présidentielle de 2025. Je vais vous dire ce que j'ai vu. J'ai lu Alassane Ouattara sur le visage et les paroles, sur le comportement, les paroles de Simone Eivé. C'est Alassane Ouattara qui parlait. C'est-à-dire que là, Simone Eivé, elle s'est exprimée littéralement comme un être possédé. Possédé par Ouattara. L'esprit de Ouattara s'est emparé de Simone Eivé. Et derrière la bouche de cette femme, j'entendais la voix inimitable du satrape. Ce n'est pas Simone Eivé qui parlait hier. C'est Alassane Dramane Ouattara. Je vais vous le démontrer d'une manière d'abord très simple. Commençons par le comportement non verbal. Pendant près d'une heure d'interview avec Kwamo et Navarro, elle était tendue comme une peau de tam-tam. Astaghfirullah. Le visage de Simone Eivé, que nous avons connu ces dernières années comme une femme consacrée au Seigneur, à la prière, à la louange, une femme de Dieu, une femme du Saint-Esprit. Ce visage qui avait commencé à s'adoucir, à être le visage d'une maman, le visage d'une femme qui marche dans la voie mariale, la voie de Marie, une femme du pardon, une femme du cœur, une femme de la réconciliation, une femme d'amour et de charité. Ce visage-là de Simone Babo a disparu. Mais si vous regardez bien son visage dans l'émission, dans l'interview avec Kwamos, son visage a même pris l'asymétrie faciale typique du visage de Ouattara. Son visage s'est penché du même côté que le visage de Ouattara. Je dis ces choses à vous. Je ne sais pas si... Il faudrait aller regarder l'émission. Le visage de Simone Babo s'est mis à ressembler au visage de Ouattara. Tu prends le visage de Ouattara, tu fais un décalque en dessin. Tu poses sur le visage de Simone Babo, c'est penché du même côté. Merde! C'est pas possible. Tout se passe comme si elle avait été frappée immédiatement d'une asymétrie faciale typique de celle du satrape. C'est-à-dire que c'est comme si le masque de Ouattara était venu se figer sur son visage. Elle était fâchée pendant toute l'émission. Voilà quelqu'un qui accepte d'être interviewé, mais qui est en colère du début à la fin, comme si on l'avait frappé. Vous connaissez le visage de Dramane quand Ouattara est vraiment fâché là. Vous le connaissez, non? Visage penché, bloqué. C'est comme ça que Simone était hier. C'est-à-dire que j'ai reconnu le démon d'Alassane Ouattara en regardant le visage. Elle n'avait même pas encore commencé à parler. J'ai dit, c'est pas elle qui parle, c'est Ouattara. J'ai vu Ouattara. Visage froissé. Ici au niveau du front, là, la crispation des muscles du front. Hein? Le blocage du faciès avec une déviation de l'axe de la bouche. Et puis, le regard noir, le regard sombre, le regard perçant, et puis une agressivité directe envers les journalistes. Incroyable. Elle a menacé Kwamo plusieurs fois comme si Théophile Kwamo était dans sa cuisine. Il faut laisser ça. Sur certaines questions que le journaliste lui pose, elle sort du protocole d'une interview de quelqu'un qui prétend être chef de l'État demain de la Côte d'Ivoire pour entrer dans un ton mais de matrone avec ses boys dans sa cuisine. C'est là où on voit la vraie Simone alors. Voilà la vraie Simone Eivé qui est sortie là hier. Chaque fois que Théophile Kwamo ou Robert Navarro posent des questions qui précisément sont les plus intéressantes, elle s'énerve, elle les gronde et elle botte en touche certaines questions. Alors on lui demande, mais qui finance votre campagne? Vous avez eu l'argent là-haut. Elle dit, laisse ça. Faut pas parler de ça. On lui dit, mais pourquoi vous vous accrochez au nom de famille de Laurent Gbagbo, alors que bon, vous vous êtes séparés de lui, et que vous savez que lui, il était candidat à cette élection, il en a été exclu, et que c'est quelque chose de choquant pour lui, qu'on utilise son nom dans une élection dont lui, il est exclu. Alors même que la femme qui utilise ce nom, eh bien, il en est séparé. On pose ces questions, elle fait pareil. Il faut laisser ça.
Laissez ça, pourquoi? C'est ça le sujet de l'émission. Sinon, l'émission n'a aucun intérêt. Donc, je vous fais remarquer une première chose. Elle était fâchée tout le temps. Elle était fâchée tout le temps. Elle était en guerre. Alors, les gens qui sont fâchés comme ça, à peine l'émission commencée, c'est parce qu'ils ont beaucoup de choses à se reprocher. C'est une nervosité qui est en réalité un aveu de culpabilité. Quand tu es en colère en commençant une émission, quand tu es tendu en commençant une émission, c'est parce que tu as des cadavres dans le placard et tu ne veux pas qu'on en parle. Donc tu te mets à intimider, à menacer, à fermer ton visage. Et puis elle a essayé d'utiliser ses anciennes relations avec Théophile Kouamouo quand il était journaliste en Côte d'Ivoire pour l'intimider. Elle lui parlait littéralement comme une maman parle à son boy. Mais tu étais au palais présidentiel avec moi, toi Théophile Kouamouo là, tu connais, hein? Est-ce qu'on peut dire qu'on était dans la dictature? Donc, allez regarder l'émission. C'est Alassane Ouattara. Maintenant, deuxième observation. Laissons le comportement non verbal de Simone et Yves, qui n'était rien d'autre que la reproduction du comportement acariâtre, du comportement colérique, répulsif, hautain et condescendant de Ouattara Draman, son nouveau maître, son mentor, son protecteur. Quelles sont les thèses scandaleuses que Simone et Yves a défendues à l'intérieur de l'émission? Je vais vous faire un peu le point des thèses qui m'ont, moi, scandalisé. Premièrement, on lui demande pourquoi elle a dit que le Conseil constitutionnel a fait un bon travail. Madame dit que le Conseil constitutionnel a fait un bon travail parce que sa candidature à elle a été retenue. Est-ce que c'est la réponse d'un cadre politique? Un cadre politique qui aspire à diriger un État, qui devrait être un État de droit, peut-il féliciter un Conseil constitutionnel qui a exclu injustement des candidats qui méritaient d'être dans la campagne électorale? Voilà le premier scandale. Madame Simone et Yves félicitent un Conseil constitutionnel qui a posé des actes illégaux, des actes illégitimes. Un Conseil constitutionnel qui est parjure contre le peuple de Côte d'Ivoire. Elle le félicite. En cela, elle doit être combattue politiquement au même titre que Ouattara, parce qu'elle devient par là une créature de Ouattara lui-même, qui est le chef violeur de la Constitution de Côte d'Ivoire. Ça, c'est un. Si le Conseil constitutionnel de Ouattara fait du bon travail, c'est que Madame Simone et Yves est désormais une défenseur du Conseil constitutionnel de Ouattara, c'est-à-dire une défenseur de Ouattara, c'est-à-dire une créature de Ouattara, c'est-à-dire qu'elle doit être combattue comme lui. Ça, c'est un. Deuxième thèse, très choquante, soutenue par Madame Gbagbo. On lui demande, avec son positionnement là, qui a séparé son petit parti du PDCIRDA, du PPACI et même de GPS. Est-ce qu'elle est pour la réconciliation? Et là, elle soutient une thèse absolument effrayante. Elle dit que tout le monde doit se réconcilier derrière elle. Comme elle a dit d'ailleurs sur France 24, tout le monde l'appellera bientôt Madame la Présidente. Mais elle n'a pas complété. Hein. Présidente de quoi? Elle sera bientôt, selon les promesses de Ouattara. Ce n'est pas présidente de la République. Ce n'est pas présidente de la République. Alassane Ouattara lui a promis une présidence, mais pas celle de la République. Il y a beaucoup de petites institutions vides, là, creuses en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara lui a promis de la placer sur l'une d'entre elles. On peut l'envoyer à la tête du Conseil économique et social, on peut l'envoyer à la présidence du Sénat, on peut l'envoyer à la présidence, je ne sais pas, de tel ou tel conseil d'État, etc. On peut l'envoyer, il y a tellement d'institutions bidons en Côte d'Ivoire. Elle dit, vous allez m'appeler bientôt Madame la Présidente, et elle croit tromper les gens. Ce n'est pas Madame la Présidente de la République. Puisque Alassane Ouattara contrôle les listes électorales, Alassane Ouattara contrôle la commission électorale, Alassane Ouattara contrôle le Conseil constitutionnel, Alassane Ouattara contrôle le résultat du 25 octobre. Ce résultat-là est déjà écrit. Quand elle dit, vous allez m'appeler Madame la Présidente, elle ne parle pas de la présidence de la République, elle pense tromper les Ivoiriens et l'opinion internationale. Elle parle de la petite institution qui lui a été promise. On lui a promis qu'elle aura une petite institution, une institution sur laquelle elle aussi elle sera présidente. Et on pourra l'appeler Madame la Présidente. Donc, en fait, on est en pleine trahison. Trahison envers l'opposition, trahison envers l'opinion internationale. Je passe au troisième point.
On pose à Madame Simone Eivet la question de son positionnement idéologique. Maintenant qu'elle participe à l'explosion, à l'implosion de la gauche et à l'implosion de l'opposition. Quel est son positionnement idéologique, par exemple, par rapport aux révolutionnaires de l'Alliance des États du Sahel? Là, Madame fait semblant de s'installer dans la dynamique de l'émancipation et de la souveraineté africaine. Mais ça vient de sa formation de gauche. C'est une femme qui a grandi dans la gauche, qui a été formée dans la gauche. Elle maîtrise la tradition idéologique de la gauche, la phraséologie de la gauche, le parler à gauche. Hein? C'est pas difficile pour Madame Gbagbo parce que c'est son corpus de référence. D'accord? Mais il y a un seul problème. À partir du moment où elle est une créature de Ouattara, à partir du moment où elle est une marionnette de Ouattara, à partir du moment où elle est une fabrication de Ouattara, Madame Simone Eivet ne peut être que adversaire de l'AES. Parce que Alassane Dramane Ouattara est l'ennemi de l'AES. Donc voilà une fausse amie, autoproclamée amie de l'AES, mais qui dans sa politique pratique en Côte d'Ivoire, en tant qu'elle est devenue la marionnette évidente d'Alassane Dramane Ouattara, est une ennemie de l'AES. Ça, c'est un troisième point qu'il faut noter. On ne peut pas compter sur Simone Gbagbo pour soutenir l'Alliance des États du Sahel. Parce que Simone Eivet, je l'appelle encore Gbagbo comme ça parce que on en a pris l'habitude. Simone Eivet, là, est désormais un des bras de Ouattara Dramane. On ne peut pas être une des sous-présidentes de Ouattara Dramane et être un soutien de l'Alliance des États du Sahel. C'est pas possible. Elle a menti. Par son positionnement aux ordres de Ouattara, Simone Eivet se positionne contre l'AES. Même si elle ne pèse pas si lourd que cela dans la scène politique ivoirienne, au point que l'Alliance des États du Sahel s'inquiète de sa promotion interne en Côte d'Ivoire, il est important pour l'opinion africaine de ne pas la considérer comme engagée dans la bataille de la souveraineté ouest-africaine. Simone n'est plus dedans. Elle est engagée dans un autre problème dont nous allons parler à la fin de cette interprétation. Il y a un quatrième sujet qui a été abordé pendant l'émission. On demande à Simone Eivet de dire ce qu'elle pense de Guillaume Soro. Et là, j'ai été ahuri de la méchanceté des propos de cette femme. Une méchanceté qui est en fait simplement le reflet de la méchanceté d'Alassane Ouattara. Parce que là, ce n'est pas Simone Eivet qui parlait. C'est Alassane Ouattara qui parlait à travers elle. Simone Eivet attribue exclusivement la rébellion qui a attaqué le régime du président Laurent Gbagbo en 2002. Simone Eivet attribue exclusivement cette rébellion à Guillaume Kibafori Soro et au Burkina Faso de Blaise Compaoré. Ça, elle le fait. Mais vous observerez pendant toute l'interview que Simone Eivet Gbagbo n'est pas capable de dire ce que Guillaume Soro a pourtant publiquement dit, à savoir qu'il a fait la rébellion de 2002 pour Alassane Dramane Ouattara. Simone Gbagbo zappe Alassane Ouattara, parce qu'elle est Alassane Ouattara. Elle ne peut pas s'accuser elle-même. Elle accuse Guillaume Soro de la rébellion, elle accuse le Burkina Faso de Compaoré de la rébellion, et elle oublie le véritable maillon entre le Burkina Faso et Guillaume Soro, qui n'est autre que Alassane Dramane Ouattara. Guillaume Soro a publiquement dit qu'il a fait la rébellion de 2002 pour Alassane Ouattara. Parce qu'il croyait à l'époque qu'Alassane Ouattara incarnait la défense des exclus politiques de Côte d'Ivoire. Et qu'il regrette de l'avoir fait parce que rétrospectivement, Ouattara ne méritait pas cette confiance. Ça, Guillaume Soro l'a dit. Et toujours sur Guillaume Soro, est-ce que Guillaume Soro a publiquement demandé pardon aux Ivoiriens? Elle dit non. Nous avons les preuves d'au moins 30 occasions pendant lesquelles le président Guillaume Soro a demandé pardon aux Ivoiriens. Personnellement, j'ai accompagné le président Guillaume Kibafori Soro, alors président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je l'ai accompagné en 2013, en août 2013, alors que le président Laurent Gbagbo était encore en détention à la prison de Scheveningen, à La Haye, aux Pays-Bas. J'ai accompagné le président Guillaume Kibafori Soro dans la résidence, dans la cour familiale de Mama, dans la résidence de la chefferie de Mama. C'est le village du président Laurent Gbagbo. Et Guillaume Soro est allé dans cette maison demander pardon. Il est allé dire que lui, il s'engageait à défendre la cause de la réconciliation. J'étais là
C'est pas quelque chose que quelqu'un m'a rapporté, j'étais là. Et tous ceux qui étaient témoins peuvent témoigner. 2013, dans la cour, dans la chefferie à Mama, l'un des voyages les plus périlleux que j'ai fait dans ma vie. Parce que l'avion qui nous transportait avec le président Guillaume Soro, et l'un des témoins que je peux citer rapidement là, c'est le journaliste congolais, mon frère, mon jeune frère, Fénélon Rodrigue Massala Kenge. L'avion qui nous transportait, l'avion de l'État de Côte d'Ivoire, qui nous a transportés pour nous déposer sur le petit aérodrome en terre battue de Gagnoa. Cet avion-là a failli s'écraser. C'est comme si les mânes ancestraux voulaient vraiment nous frapper pour le cas du président Laurent Gbagbo. Je dis, on arrive avec ce petit avion de la flotte officielle ivoirienne. On arrive au-dessus de l'aéroport. C'est pas un aéroport, pardon. C'était un aérodrome de terre battue, de terre rouge. Quand on arrive là, il y a un trou d'air de presque 200 mètres. Il y a un trou d'air de presque 200 mètres. Et l'avion atterrit in extremis et réussit à freiner avant d'aller frapper les arbres de la forêt environnante. Si l'avion avait heurté les arbres, il aurait pris feu et je ne serais pas assis devant vous. Le président Guillaume Soro et tout ce qui était dans l'avion ne serait pas assis devant vous. Je rappelle pour l'anecdote que pendant que tout cela était en train de se passer, moi je dormais. J'étais très fatigué parce qu'on était parti de San Pedro vers Gagnoa. On était parti de San Pedro vers Gagnoa. Et la veille à San Pedro, le président Guillaume Soro avait fait une tournée encore, toujours dans le cadre de la réconciliation et du pardon. À San Pedro. On prend cet avion, en arrivant sur Gagnoa, on risque de mourir. Je dormais. Tout le temps qu'il y a eu, trou d'air, cascade, etc., moi je dormais. Et des gens ont voulu me réveiller. J'étais assis à la gauche du président Guillaume Soro. Des gens ont voulu me réveiller pour me dire que, mais Franklin, il faut te réveiller au moins comme ça, tu vas voir que nous sommes en train de mourir. Et le président Guillaume Soro là a dit, laissez-le continuer à dormir. Lui au moins, si nous mourons, il passera du sommeil à la mort sans problème. Ne le réveillez pas. Je dormais d'un sommeil profond. C'est quand l'avion a frappé le sol, je dis bien frappé le sol, bondir, refrapper le sol, que je me suis réveillé. Et on était en train d'aller vers la forêt. Le militaire qui pilotait l'avion, par la grâce du Tout-Puissant, a réussi à arrêter l'avion. Mais on a fait sortie de piste. Hein. Et quand l'avion s'est arrêté, je regarde tout le monde, le président Guillaume Soro me dit, mais Franklin, toi tu dormais, on a failli mourir, mais là Dieu dit qu'on ne mourra pas. Nous sommes vivants, c'est-à-dire que la mission va marcher. Le Seigneur nous accorde son pardon. Je vais aller dans la cour familiale des Gbagbo demander pardon. Aujourd'hui. Et il l'a fait. Guillaume Soro l'a fait. Donc, je ne sais pas, Simon Eivé Gbagbo, possédé par Alassane Dramane Ouattara, a menti sur le président Guillaume Soro. Il l'a fait devant moi. Dans la famille Babou. Quand elle est sortie de détention, Guillaume Soro est allé chez elle lui présenter le pardon. Chez elle, Simone là. Les images existent, la vidéo existe. Simone Eivé est une menteuse. Je suis au regret de lui dire en face. Des discours présentant le pardon et la réconciliation, moi en tant que conseiller spécial de Guillaume Soro, depuis 2012, j'en connais. J'ai même écrit un livre sur Guillaume Soro pour la réconciliation et le pardon. Je vous donne un discours de référence, c'est celui du 3 avril 2017. Un discours qui a été présenté sur le perron du palais, sur le perron sur le perchoir de l'Assemblée nationale à Abidjan. J'étais assis dans la salle. Je vous parle de ce que j'ai vécu. J'ai le livre ici, un e-book qui a été écrit à cette occasion, sur la base de ce discours. Dans ce discours, Guillaume Soro revient sur ce qu'il disait déjà en 2013. Il faut que nos frères qui sont en prison soient libérés. Et c'est cela qui lui a valu le début et l'accélération de sa traque par Alassane Dramane Ouattara à l'intérieur du pouvoir RDR, RHDP. Cet appel incessant au pardon. Je suis allé à une émission ici à Paris, sur France 24. Non, Africa 24. Il y avait un représentant du RDR, du nom de Tidiane Koné. Ce type-là dit que Guillaume Soro complote contre le président Alassane Ouattara. Le journaliste Richard Togbe demande à Tidiane Koné de donner une preuve de ce complot.
étudiant connaît dit la preuve que Guillaume Soro complote contre le président Alassane Ouattara, c'est que Guillaume Soro appelle tout le temps au pardon et à la réconciliation. Au nom de Dieu. Ça s'est passé à Paris. C'est-à-dire que l'appel au pardon et à la réconciliation était perçu par les caciques du RDR, du RHDP de Ouattara, comme une tentative de Guillaume Soro de s'associer à Laurent Gbagbo, de s'associer à nos camarades de l'ancien FPI contre lui. Et ça, c'était un coup d'État. Pourquoi il parle du pardon, de la réconciliation tout le temps? Donc hier, Simone Gbagbo dit que Guillaume Soro n'a pas appelé au pardon, il n'a pas présenté le pardon, il n'a pas dit le pardon, il n'a pas fait ceci. Et puis, ce qui est incroyable, c'est qu'elle peut accuser Guillaume Soro des erreurs, des fautes qu'il a commises dans le passé. Mais elle ne peut pas dissocier Guillaume Soro d'Alassane Dramane Ouattara dans les séquences historiques concernées. En 2002, Guillaume Soro lui-même vous dit, il a fait le coup d'État pour Ouattara. En 2010-2011, Guillaume Soro prend fait et cause pour Ouattara, tout comme le président Bédié prend fait et cause pour Ouattara contre Laurent Gbagbo. C'est ce qui s'est passé. Ça s'est passé sous nos yeux. On ne peut pas dissocier l'action de Guillaume Soro contre Laurent Gbagbo de l'action d'Alassane Ouattara contre Laurent Gbagbo. Parce qu'en fait, c'est cette action-là qui a permis à Alassane Ouattara d'exercer le pouvoir d'État. Mais hier, on a vu une Simone Gbagbo qui essaye de séparer l'action de Guillaume Soro de celle de son nouveau maître à elle, Ouattara. On a vu une Simone Gbagbo qui essaye donc, bien sûr, de culpabiliser Guillaume Soro tout en omettant celui qui était le mentor et le principal bénéficiaire de l'action militaro-politique de Guillaume Soro entre 2002 et 2011. Et là, on retrouve exactement la même hypocrisie dans la bouche des partisans d'Alassane Dramane Ouattara, les célèbres moutons. On retrouve la même hypocrisie dans la bouche de Ouattara aujourd'hui. Vous savez, il y a des militants du RDR, certains étant devenus amnésiques, et il y a les moutons du RHDP qui se promènent sur les réseaux sociaux et qui traitent Guillaume Soro de rebelle. Pour traiter Guillaume Soro de rebelle, il faut commencer par traiter celui pour qui Guillaume Soro a fait la rébellion. De rebelle, à savoir Alassane Ouattara. Il n'y a aucune équation en idéologie politique, en théorie politique, en science politique, en discours politique, qui puisse, en Côte d'Ivoire, traiter Guillaume Soro de rebelle en ne traitant pas Ouattara de rebelle. Car, en effet, la rébellion, c'était pour Ouattara. Tous les commandants militaires de la rébellion qui ont parlé en ont témoigné. On connaît la célèbre vidéo en langue djoula où Koné Zakaria, le plus bête des officiers de l'ancienne rébellion ivoirienne, s'exprime. Et il dit qu'eux, ils n'ont pas fait la rébellion là pour quelqu'un d'autre. C'est pour Ouattara. Donc, Simone Gbagbo, qui est donc la néo-convertie, à la manière de Charles Blé Goudé, l'autre renégat. Simone Gbagbo, qui est la néo-convertie de la Ouattari, rentre dans ce jeu bizarre qui consiste à accuser Guillaume Soro d'avoir été rebelle, sans accuser Alassane Ouattara d'être rebelle. À faire porter le chapeau de la rébellion sur le seul Guillaume Soro, tout en louant Alassane Ouattara, qui, hier, a-t-elle osé dire, a fait de bonnes choses. Il a fait de bonnes choses. Donc, l'interview d'hier était scandaleuse. On demande à Mme Gbagbo de décliner son programme politique. J'étais très étonné du malaise qu'elle ressentait chaque fois qu'on lui demandait de décliner concrètement son programme politique. Mais c'est parce que son programme politique est une copie, c'est un copier-coller de tout ce qui se raconte en politique en Côte d'Ivoire. C'est un copier-coller de ce que le PPACI disait, de ce que le FPI d'avant disait, un copier-coller même de ce que nous, Génération et Peuple Solidaire, nous disons. Même le nom de son parti là, elle a copié sur nous. Mouvement des générations capables. C'est une copie de GPS. Le concept de génération. Nous, on a vu ça. Donc, Mme Gbagbo, elle fait feu de tout bois et ramasse, Mme Eivé. Elle fait feu de tout bois et ramasse à gauche et ramasse à droite. Elle fabrique un truc. Et quand Kwamo et Navarro lui disent de parler du projet, elle dit, est-ce qu'on est venu pour parler de mon projet ici? Ça va prendre du temps. Elle n'a pas de projet. Ce qu'elle dit là, c'est du copier-coller de ce qui a déjà été dit. Et il n'y a rien d'original dans cette affaire de MGC. Maintenant, je viens donc à ma conclusion. Alors, donc, il est établi que Simone Eivé est au service d'Alassane Ouattara. Elle a son service. C'est lui qui est derrière elle. Je dis bien derrière elle. C'est Alassane Ouattara.
c'est Alassane Ouattara son maître. C'est Alassane Ouattara qui la pousse dans le dos. C'est Alassane Ouattara qui la soulève. C'est Alassane Ouattara qui l'a incluse dans son game. Et elle fait le game de celui qui l'a incluse. Voilà pourquoi elle ne veut pas s'expliquer sur les conditions dans lesquelles elle joue. Bon. Elle sera combattue comme telle. Et la chute de Ouattara sera sa chute. Elle n'a pas écouté les conseils du grand investigateur ivoirien Chris Yapi. Elle a refusé, eh bien, d'aller au village de Conseilla. Elle va se retrouver au village de Conséquensaya. Mais, le fond de la démarche de Simone Eivé s'est clairement révélé. Ce n'est pas une démarche politique. Paradoxalement, elle n'est pas là pour des raisons politiques. Ce n'est pas la politique qui l'amène à être candidate. Ce n'est pas la politique qui l'amène à jouer le jeu de Ouattara. C'est, on l'a bien vu dans la haine qu'il y avait dans son visage, le règlement d'un problème personnel avec son ancien mari. Ce n'est pas la politique. Alassane Ouattara s'est greffé sur la volonté de vengeance. La volonté de vengeance de Simone Eivé contre Laurent Gbagbo, son ancien mari. La volonté de vengeance de Simone Eivé contre sa rivale, celle qui lui a pris son ancien mari, à savoir Madame Nadi Gbagbo, de naissance Nadi Bamba. Ce qu'on a vu hier là, devant Kwamo, c'est la vengeance d'une femme qui s'estime trahie. C'est la vengeance d'une femme qui décide de régler des comptes affectifs par de l'adversité politique. On a ici une confusion des genres. Parce que la haine et l'aigreur qui parlaient, quand cette femme-là parlait, là, ça ne s'explique pas par des raisons politiques. C'est pas l'amour pour le peuple de Côte d'Ivoire. Simone Eivé n'a pas été tout d'un coup visité par un rêve. I have a dream. I am the woman who will save the country. Non, il n'y a rien qui donne à rêver dans sa posture. La candidature de Simone Eivé est fade. Elle est fade. Que dis-je? Elle est même fadasse. C'est une candidature triste. C'est une candidature monotone, mécanique. C'est une candidature grinçante. C'est une candidature qui n'est pas douce à entendre aux oreilles. Cette candidature me rappelle un bruit que nous n'aimons pas. Prenez une bouteille, allez sur une surface de ciment, mettez-y du sable et prenez la bouteille pour frotter ce sable-là. Vous allez entendre un bruit que vous n'aimez pas. Ça ressemble au bruit de la candidature de Simone Eivé. C'est une candidature qui n'est pas bonne à entendre. C'est moche. Ça ne signifie rien. C'est une candidature sans lendemain. Elle dit, vous m'appellerez président, parce que Ouattara lui a promis un strapontin de présidente de tout et n'importe quoi. Il n'y aura pas de miracle le 25 octobre. Si Alassane Dramane Ouattara peut organiser sa mascarade, c'est juste pour s'autoproclamer comme son maître d'école, eh bien, le dictateur Paul Biya du Cameroun, président à vie de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il veut. Biya fait 42 ans, Ouattara en rêve. Et Simone veut être sous-présidente, présidentaillonne dans cette affaire. Qu'on lui trouve un petit postillon à partir duquel elle va continuer à se venger de celle qui lui a pris son mari. Moralité de cette affaire, vraiment le mélange entre les sentiments et la politique est extrêmement dangereux. Nous devons faire l'effort de ne pas mélanger nos sentiments avec le domaine politique. Je veux dire nos sentiments privés. On peut ne pas avoir un accord sur le plan affectif avec quelqu'un, sur le plan de la relation privée, mais il ne faut pas que ces désaccords-là se traduisent sur le terrain politique. Même si l'être humain est faible et a du mal à faire la part des choses, l'expérience de Mme Simone Eivé est vraiment quelque chose qui nous rappelle à tous de faire preuve de vigilance pour ne pas nous retrouver dans des situations comparables. C'est triste à voir, c'est moche à voir. Madame Simone Eivé transformée en zombie de Ouattara, envoûtée par Ouattara, possédée par Ouattara, instrumentalisée par Ouattara, ringardisée par Ouattara, avilie par Ouattara. C'est ce que nous avons vu hier dans l'émission Décrypter l'Afrique de Théophile Kouamouo et Robert Navarro, interviewant Madame Simone Eivé.
c'était un grand jour de honte. Ces 50 minutes à 1 heure de télévision sont d'une tristesse abyssale. En résumé, Alassane Dramane Ouattara va tomber et il va tomber avec tous ceux qui ont compté sur lui. Tous ceux qui se sont accrochés avec lui, se sont accrochés à lui, tomberont comme lui. Il est leur baobab, mais désormais sans racines. En tombant, il s'écrasera sur eux. Et comme le dit le proverbe antillais, à Koma tomber, tout le monde dit c'est bois pourri. Quand il sera tombé, Ouattara Dramane, tout le monde dira que c'est du bois pourri. Et il sera trop tard pour ceux qui ont voulu survivre en politique en faisant compagnie avec ce tyran pour nous expliquer que, selon la fameuse tradition de Paul Yaoundé, Satan nous a tous possédés. Non, pas tous. Nous, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. C'est vous qui êtes possédés par Satan. Et quand Satan sera projeté dans les tartares, ce sera avec vous. Donc, félicitations à Brenda Biya pour son effort de vérité. Malgré sa souffrance et sa confusion mentale avant. Félicitations à Brenda Biya. Et honte à Madame Simone Ibe pour le spectacle de haine, d'aigreur, de rancœur, de rancune, de méchanceté qu'elle nous a offert hier dans son interview par Kwabo et Navarro. Honte à elle. Elle tombera avec son Ouattara. Comme les coups d'échelle. Et comme tous les autres vampirisés de la classe politique en Côte d'Ivoire qui suivent le satrape reptilien de la Vénézuela et a remis notre belle terre pour la Vénézuela dans l'espoir de trouver toute l'Afrique avant d'être dégagée. Honte à eux. L'avenir n'est pas pour. Eh oui, cher ami, c'est vrai que Koumé n'est pas l'ami de quelqu'un. Parce que Madame Simone Ibe, c'est pas de la politique qu'elle fait, c'est de la koumentique. Madame Simone Ibe, là, dites-lui que ce qu'elle a fait là, hier, on n'appelle pas ça la politique. Ce qu'elle a fait là, c'est la koumentique. La koumentique. C'est-à-dire une action guidée par le Koumen. Voilà le festival des vérités crues. Pour cette mi-journée, il est 13h18 en Normandie, en précuratoire, lorsque je finis ce premier festival. Ça fait bien 1 heure et bientôt 30 minutes que je vous entretenais. Le temps des satrapes, le temps de la fin des satrapes est arrivé. Et oui, et donc, mes belles enfants, Makaroa, Waouga, Ayamewa, Yamouame, Alama Wetoni, énorme longueur. Requiem politique pour Dame Simone. Quel fils de paix. Quel fils d'effondrement. Requiem politique pour Biya Paul. Décourage à Brenda Biya. J'espère que ce sont les vérités de l'Ilipa qui l'ont éclairé. Camarades des lions des docteurs de la libération panafricaine du Gabon, faites confiance à la vision. Camarades de Génération et Peuple Solidaire, soyons forts pour libérer la Côte d'Ivoire. Au côté de nos camarades, de nos frères et sœurs, des forces vives de la nation. L'heure de la chute de Ouattara approche. Elle approche à grands pas. Mais Lunga Bissibi
J'ai déjà analysé le message de la fille de Popol dans la première partie de cette émission. J'ai analysé le message de Brenda Anastasia Yengabia qui demande à son père de quitter immédiatement le pouvoir et qui a juré qu'elle ne votera jamais plus pour un homme qui fait souffrir le peuple camerounais. Alors, vous étiez très nombreux à suivre cette émission, 5000 sur les plateformes, sur les Facebook. Et je vais savoir combien vous étiez sur la plateforme TikTok. Merci à celles et ceux qui ont pensé à partager le programme et qui ne se sont pas contentés d'en profiter pour eux tout seuls. Merci de partager ce programme. Merci infiniment. Merci Kofi Aoubé, Daniel Sagno. Au Cameroun, réglez-vous sur le programme en 5 points de la chute du régime de Paul Biya, énoncé par Lili Fa. En Côte d'Ivoire, réglez-vous au programme annoncé par la coalition. Non, c'est trop. Nous en sommes membres. Chaque chose à son temps. Je serai au Burkina Faso dans la première semaine d'octobre 2025 aux universités citoyennes de la communication. Je suis invité par les plus hautes autorités du Burkina Faso que je salue. Je donnerai une conférence dédicace sur notre livre L'impérial terrorisme à Ouagadougou. C'est dans la première semaine d'octobre. Je serai au Burkina Faso entre le 1er et le 6 octobre 2025. Le chemin est balisé. Maman, Maman, Nadège Batou, Maton Domingue, Eliette Guéni, merci pour l'Elipa, Timen Kodan, merci. Patrice Témé Koubaoulé, rendez-vous à Ouagadougou, Moussa Barka, Burkina Faso, Ibi Simila Mali, Ina Kouana, au Niger, Salam Aleikum, un peu partout. Ote, Olo, priez avec Boissou. Bara Allah, Ita, je vous salue tous. Jamna, partout. Mecha Teze, Melapte, à mon pays natal, le Cameroun. Abdoulaziz Traoré, Moussa Barka. Jadou, Yemen Kona. Docteur Thierry Kebebrika, merci beaucoup. Merci. Alors, combien étiez-vous sur TikTok? Je vais fermer TikTok pour le savoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais vous étiez 24 000 en direct sur TikTok. Soit donc au total 30 000 personnes en direct de cette émission. Merci infiniment de votre fidélité et merci d'avoir partagé. Portez-vous bien. Merci. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Thank you very much. Christiane Joké. Merci. Madi Kouyaté. Merci. Pasteur Théo Damak le Bantou, Alsacien. Sois salué, mon cher frère. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube Pasteur Théo Damak le Bantou Alsacien. Il va nous dire beaucoup de choses dans les jours à venir. Solange Pétan, fidèle parmi les fidèles. Moussouba Mindokoti. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Bonne journée. Mike Bennett, à bientôt. Mamadou Sidibé,
et danser. Merci beaucoup.